Le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Suite du 18-19 avec nos invités, le président du Syntec, Laurent Giovacchini. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Edwige Chevrillon. Et si vous êtes là, c'est que vous allez nous révéler une enquête sur la fuite des cerveaux, notamment de nos jeunes cerveaux, l'impact que ça a évidemment sur les finances de l'État aussi. Ça coûte près d'1 milliard, en tous les cas c'est le chiffre que vous allez nous confirmer dans un instant. On en parlera aussi avec Mathieu Jolivet qui est à mes côtés. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Edwige. Et Nathalie Janson qui est professeure à Neoma Business School, ça sera intéressant si elle arrive à nous rejoindre après les embouteillages. Laurent Giovacchini, vous avez fait cette enquête avec Ipsos BVA. Ipsos BVA, voilà, c'était le BVA qui me manquait, c'était Ipsos, maintenant c'est vrai que c'est le même groupe, sur cette fuite du cerveau. Moi les chiffres, je suis un peu tombée de l'armoire, donc dites-les nous et puis après on va les commenter. Alors, on a voulu objectiver une situation, on parle de fuite des cerveaux, mythe ou réalité. Et on a regardé... Vous dites hémorragie, hein, vous... Alors, justement, pas de tsunami, mais hémorragie lente et continue. C'est ça notre diagnostic. On a regardé 2 populations qui nous intéressent tout particulièrement chez Syntec. Vous savez qu'on est la fédération qui représente les métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les ingénieurs et puis les diplômés d'écoles de management et de commerce. On a un chiffre qui est de 15 000 jeunes diplômés qui, chaque année, s'expatrient pour un premier emploi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas, mais... Oui, mais ça c'est logique, moi j'ai fait ça aussi. Ils s'en vont, et pour certains, pour longtemps. C'est très bien d'aller compléter sa formation à l'étranger, ça peut même être un plus au retour, mais à l'instant T, c'est 15 000 qui s'en vont. Ces 15 000 jeunes diplômés, ils ont été formés dans nos grandes écoles. Et quand on regarde ce qu'ils ont coûté à l'État entre le début de leur classe préparatoire, pour ceux qui ont fait par exemple Maths Sup, Maths P ou des écoles de préparation commerciale, et puis ce qu'ils ont coûté également en école, parce que les écoles notamment d'ingénieurs sont presque gratuites en France, et donc financées par le contribuable, on s'aperçoit que ça représente un petit milliard d'euros chaque année. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque évidemment, ce qui compte le plus, c'est toute la richesse qu'ils ne vont pas créer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour certains 20 ans, à l'étranger. Et puis il y a un chiffre important aussi que je voudrais donner, c'est que ces 15 000 jeunes qui partent, on pourrait dire que ce n'est pas énorme, c'est 10% des écoles d'ingénieurs, c'est 15% des écoles de management. Et c'est assez stable ce pourcentage dans le temps depuis 10 ans. Mais il y a plus d'ingénieurs formés qu'il y a 10 ans. Donc, on est passé de 11 000, 12 000 expatriés chaque année à près de 15 000 aujourd'hui. Et puis, plus on regarde les écoles sélectives, plus on monte dans le classement, plus on voit que ça s'expatrie plus fortement. 17% pour Centrale Supélec, 19% pour Polytechnique. Rien d'anormal d'ailleurs à cet égard. Mais enfin, il nous importait d'objectiver, de mesurer ce phénomène. 57, moi j'aime bien les chiffres justement, vous savez. 57% des talents interrogés envisagent une expatriation dans les 3 prochaines années, dont 21% sérieusement. Absolument. 84% des jeunes diplômés citent au moins un avantage lié à l'écosystème national comme raison d'attractivité professionnelle de la France. Ça, c'est plutôt bon signe. Ça, c'est positif. Ça veut dire qu'ils partent, mais ils reviennent. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Pardon, je complète avant de vous passer la parole. Bien sûr, ils sont plus nombreux, nous semble-t-il, à s'interroger vraiment sur l'expatriation. Là, on n'est pas sur les jeunes diplômés, on est sur une population de 1000 personnes qu'Ipsos BVA a interrogées, qui sont des cadres supérieurs en activité dans leur entreprise. Oui, mais qu'eux sont plus vieux. Ils sont un peu plus vieux, ils sont entre 25 et 45 ans. Ouais. Ils nous disent quoi? Ils nous disent on est 57% à s'interroger, effectivement, à envisager de partir, et 21% sérieusement. Ils nous disent ok, la France, écosystème pas mal, je suis bien dans mon entreprise, 81% des ingénieurs nous disent je suis bien dans ma boîte, le cadre de vie est bien, c'est vrai que c'est pas mal en termes de système social aussi, mais alors, on a des impôts. On a des règles strictes. Et puis, nos rémunérations nettes, elles ne sont pas au niveau de ce qu'on peut trouver en Suisse, de l'autre côté de la frontière. Je ne parle même pas des États-Unis, en Allemagne, au Canada, pour ceux qui y vont, etc. Donc, et puis, ils ajoutent un truc qui, moi, m'inquiète, c'est, cela dit, ça rejoint l'opinion des Français en général, c'est qu'ils nous disent, eh bien, à 70%, la France est en déclin,
J'écoutais tout à l'heure François Langlais qui malheureusement disait un peu la même chose. 74% s'inquiètent de la situation économique du pays et 81% de la situation politique. Oui. Donc on est peut-être sur un point de bascule et le fameux 10% d'écoles d'ingénieurs, 15% d'écoles commerciales qui s'expatrient va peut-être malheureusement, si on y prend garde, si on ne prend pas les bonnes mesures pour renforcer l'attractivité de notre pays, ce chiffre assez stable en pourcentage, qui monte doucement en valeur absolue, 10 000, 15 000, risque de s'accroître. Ce qui est intéressant aussi et ce qui est dangereux, c'est qu'on se rend compte qu'il y a, même si l'hémorragie est assez lente, c'est qu'elle est continue et c'est qu'il y a une forme de double hémorragie. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'en France, on n'arrive pas à retenir nos cerveaux français qui se forment ici dans les meilleures écoles, mais on n'arrive pas à retenir aussi les cerveaux brillants qu'on a attirés sur le plateau de Saclay ou à l'école polytechnique. Donc cette hémorragie, elle a l'air d'être assez double. Et après, ça, c'était plus, quand j'ai regardé votre étude, j'ai l'impression que tous ceux qui partent, il n'y a pas de sentiment vraiment de désamour vis-à-vis de la France. J'ai l'impression que c'est plus un sentiment de lassitude qui fait écho peut-être à cette période qu'on traverse. On parle au quotidien d'instabilité politique, de climat social un peu morose. Quand on parle d'Europe et de France, on parle d'une économie molle, mais j'imagine que tous ceux que vous avez sondés, ce sont des cerveaux qui en veulent, qui ont planché pendant des années dans des prépas, qui aujourd'hui ont envie de croquer de l'activité, de remonter les manches. Bon ben, j'imagine qu'ils vont aller là où ça se passe, quoi. Exactement. Vous avez raison de dire que l'étude montre aussi que les talents étrangers, on ne les retient peut-être pas suffisamment. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui nous frappe aussi, c'est qu'on se débrouille pour décourager les meilleurs talents étrangers de venir chez nous, qui se plaignent de nos difficultés. Donald Trump fait ça aussi aux États-Unis. Hein. Oui, mais il a engrangé pas mal avant. Mais pourquoi vous dites ça chez nous ? Parce que les meilleurs étrangers nous disent c'est très compliqué les permis de séjour pour les bacs plus 5, pour les bacs plus 7, etc. Ils sont découragés de venir chez nous. Et vous avez raison, pour les Français qui partent, il y a ce sentiment que notre pays est un peu en déclin, alors qu'il suffirait peut-être de pas grand-chose, parce qu'ils reconnaissent en même temps qu'il y a un écosystème en matière d'innovation, qu'il y a avec des dispositifs comme le crédit d'impôt recherche, on fait beaucoup de choses, qu'il y a... On est quand même une référence, on a quand même une école mathématique, on a une école laboratoire de recherche de pointe. Oui, parce que quand même, quand on regarde les chiffres, vous avez 84% des répondants qui citent au moins un avantage lié à l'écosystème français comme raison d'attractivité. La protection sociale, 48%. 48, 1 sur 2 quand même. Oui, bien sûr. Je vous dis, protection sociale, je trouve ça compte, surtout si j'ai une famille, etc. Les congés payés, on s'en sort jamais. 46%, je trouve ça assez incroyable. La protection de l'emploi, 38%. Ou encore, ça c'est ce qu'on prend, le cadre de vie, 38%. C'est fou quand même. Vous voyez, et j'insiste. La protection de l'emploi, les congés payés, la protection sociale. Oui, mais ça vient après. C'est le modèle social français. Ça vient après un chiffre qui est encore plus sympathique, me semble-t-il, en tout cas à mes yeux, qui est 73% des talents, 81% des ingénieurs sont contents dans leur cadre professionnel. Ils demandent qu'à s'épanouir dans leur entreprise. Mais ils veulent avoir confiance dans le pays. Ils veulent que ce pays, vous le disiez très justement, ce pays aille de l'avant et ne soit pas montré du doigt comme en déclin dans un continent, l'Union européenne, qui elle-même paraît peu dynamique par rapport aux autres grandes plaques. Après, je pense qu'il y a de quoi parfois être un peu schizophrène en France, parce que vous avez, là je regardais, en quelques mois, vous avez en même temps un message hyper positif qui est celui du Choose Europe for France, qu'a lancé for Science, Choose Europe for Science, qu'a lancé Emmanuel Macron en mai dernier. Bon, il a mis 100 millions d'euros sur la table, c'est peut-être une goutte d'eau, mais en essayant de mettre en avant un kit de facilité fiscale pour attirer des gens, etc. Et dans le même temps, l'année dernière, on a quand même assisté à un budget qui a mis fin à un dispositif qui s'appelle le dispositif Jeune Docteur, qui est quand même un dispositif. Alors ça, vraiment, c'est passé un peu sous les radars, ce dispositif, mais c'est quelque chose qui permet à n'importe quel chef d'entreprise d'embaucher un doctorant et de pouvoir faire passer, je crois, 120% de cette masse salariale pendant 24 mois en crédit d'impôt recherche. Ouais. Eh bien ça, ils l'ont supprimé. Derrière, ça a abouti à 3000 suppressions d'emplois de doctorants suite à ça. Et donc, on a économisé 90 millions d'euros. Mais si vous voulez, ça, c'est pas vraiment un bon signal en termes d'attractivité pour nos cerveaux. Allez, on va marquer une pause et puis on reprendra justement ce débat sur l'hémorragie des cerveaux. Sachant que les destinations, alors moi, c'est le Canada, ça on sait. Oui.
La Suisse. La Suisse, c'est... Les États-Unis. Donc Canada, c'est 29%, la Suisse, 22%, les États-Unis, 17%, et l'Allemagne, 16%. Alors, il y avait les... Eh bien, vous nous direz pourquoi. Pardon. Je sens que vous avez une réponse, Laurent Facchini. À tout de suite. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business. Et vous, qu'est-ce qui fait chanter votre cœur? Mettez votre ceinture. Alfa Romeo Junior, ce qui fait chanter votre cœur. Alfa Romeo Junior Electrica ou Hybrida, à partir de 260 € par mois. Jusqu'à 8 ans de garantie. Je sentais que j'entendais moins bien, mais je ne savais pas si je devais porter des aides auditives. Faites confiance à un expert Audica pour faire gratuitement votre bilan auditif complet. Audica, expert et à votre écoute. Dispositif médical. Voici le nouveau projet d'Eric. Et avec la fibre, il l'envoie en un instant. Ce sont les plans d'un bâtiment pour sa prochaine commande. Lucie, sa cliente, a reçu les fichiers en toute sécurité et... c'est validé. Marc prend le relais. Avec la 5G et la 5G+, il sera dans les temps pour boucler le chantier. Une fois sa start-up installée, Mehdi a pu travailler avec son équipe sur place et à distance pour développer son nouveau projet. Avec SFR Business, bénéficiez de nos solutions et de l'accompagnement de nos experts pour développer votre entreprise. SFR Business, on s'engage pour vous. Tu vois, quand je cherchais un prêt pour mon appart, je rêvais d'avoir un CDI. Ah, mais c'était devenu une obsession, je pensais qu'à ça. Je mangeais CDI, je vivais CDI. CDI, 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 partout. CDI. Allez, CDI, bien. CDI, viens ici. Et t'as fini par combien? Non, mais j'ai quand même acheté un appart. Permettre à nos clients d'emprunter sans avoir de CDI. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. BFM Business, le média référent de l'actualité économique. BFM Business, premier sur l'écho. Votre rendez-vous avec Carmignac, la gestion active depuis 1989. BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Retour dans ce 18-19 où on parle de fuite de cerveau, d'hémorragie qui continue grâce à une étude qu'a réalisée l'Ipsos BVA pour le Syntec. Son président Laurent Giovacchini est avec nous. Étude quand même très intéressante. Mathieu Jolivet est avec nous et Nathalie Janson est arrivée à vaincre les incidents de mobilité, comme on dit. Professeur à la Neoma Business School. C'est intéressant de vous avoir pour voir si vous corroborez un peu tous ces chiffres qu'on a sortis. Est-ce que pour vous, c'est une réalité à laquelle vous êtes confrontés ? Oui, on constate dans les écoles de commerce, alors c'est pas un phénomène récent d'ailleurs. Non, c'est ce que disait tout à fait Laurent dit également l'étude, en particulier dans les écoles de commerce pour ceux qui sont intéressés par la finance. Très souvent, c'était quand même déjà historiquement un canal qui s'en allait parce que effectivement, ils avaient des opportunités au niveau professionnel qui étaient meilleures et ils pouvaient les valoriser en rentrant. C'est-à-dire que non seulement c'était mieux d'aller là-bas pour faire ses premiers armes, ses passes d'armes, et ensuite on se valorisait bien plus lorsqu'on rentrait. Alors certains évidemment rentraient, mais certains ne rentraient pas. Voilà. Mais ils vous disent quoi? Ils vous disent, parce que c'est tout à fait intéressant, voilà, moi j'ai fait un MBA HEC, j'ai été fait à la London Business School, avant j'étais passé 6 mois à Harvard, c'est très bien, parce qu'on apprend d'autres choses, on rencontre d'autres univers, etc. Là où effectivement ça devient inquiétant, c'est si jamais ils ne reviennent pas. Je crois qu'on a 50% des enseignants qui travaillent à l'étranger. Oui, mais hier je recevais Sylvain Catherine, un économiste, un jeune, l'anti-Zuckman, on le présente comme ça. Oui, c'est un peu ça. Il est parti à Wharton, il a fait HEC, il est parti à Wharton. Il aurait pu faire l'école d'économie de Paris. Non, il est parti à Wharton. Oui, parce que c'est un très bon exemple aussi, celui-là, puisque une partie, par exemple, dans les blocages qui font que des diplômés, très diplômés s'en vont,
il y a justement le problème du marché académique, dont Sylvain Catherine fait partie, c'est-à-dire de professeurs, et là, on est dans un blocage total, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un marché international où les publications comptent. Il n'y a pas beaucoup de postes en France, parce que de toute façon, l'université... Puis en plus, il y a des questions de rémunération, parce qu'on a publié sur les réseaux sociaux la feuille de paye de Gabriel Zucman, c'est sûr que c'est plus intéressant pour lui d'être payé à Harvard. Hein. Non, pas à Harvard, parce qu'il n'a pas été, mais... Voilà, exactement, ça doit représenter, enfin, il gagne en un mois ce que certains gagnent... Ce que vous gagnez en un an, c'est ça? Oui, on n'est pas loin. Voilà, je ne vais pas exagérer, mais il y a quand même des énormes différences, oui. Laurent Giovacchini, il y a un point, je trouve aussi intéressant, on parlait des destinations. Oui. Est-ce que ça vous a surpris? Pourquoi la Suisse? Donc, je rappelle, le Canada, 29%, la Suisse, l'Italie et l'Allemagne. Les États-Unis et l'Allemagne. Mais c'est 17-18%, c'est un peu plus loin quand même. Il y a quelques années, on aurait trouvé le Royaume-Uni. Et puis le Brexit a mis fin en grande partie à cette expatriation. D'aller à Cambridge, je peux vous dire, ça coûte une fortune. Le Canada en premier, on le sait. Et d'ailleurs, vous avez vu que Québec est en train de durcir les conditions d'impatriation, notamment pour les jeunes Français, en les mettant sur un pied d'égalité avec les autres. Donc peut-être que ça va diminuer pour le Canada. La Suisse, pourquoi ? C'est de l'autre côté de la frontière. Vous vous formez dans une école horlogère à le PFL Besançon. Qui fait un carton. Vous allez, même les ingénieurs... Le PFL, c'est l'ingénieur. Mais même les écoles françaises d'horlogerie, vous allez dans les marques prestigieuses suisses de l'autre côté et vous avez aussitôt une rémunération nette qui est le double de ce que vous pouvez avoir en France. Les États-Unis, on va voir ce qui se passe avec les $100 000 de taxes à l'entrée pour les nouveaux profils. Peut-être ça va diminuer aussi. L'Allemagne, c'est à côté, c'est un peu comme la Suisse. On peut gagner mieux sa vie en Allemagne, au Danemark aussi d'ailleurs. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est finalement, je pense que dans l'histoire contemporaine, tous nos brillants cerveaux, ils suivent l'eau qui coule. Ils vont là où l'eau coule. Et en fait, si vous regardez ce qui s'est passé en Chine, c'est assez passionnant. En fait, à partir de 1978, il y a Deng Xiaoping qui a eu l'ouverture économique de la Chine. À l'époque, il n'y avait pas de formation universitaire qui était stable en Chine. Et il a dit à ces jeunes diplômés chinois, partez tous. Je veux vous voir à Boston, aux États-Unis, etc. En France. Ils sont partis et ils ne voulaient plus revenir en Chine. Oui. Okay, donc là, il y a eu une hémorragie des cerveaux chinois. Sauf que derrière, vous avez eu un moment de bascule. C'est 2008. 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Lehman Brothers, crise financière, et vous avez en gros un choc hyper violent à l'ouest quand vous aviez en même temps une montée en gamme à l'est. Et là, vous aviez toute cette diaspora de l'élite économique chinoise qui ne voulait plus revenir, qui s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Perte d'attractivité de l'Occident. Au même moment, opportunément, vous avez Pékin qui a mis en place un programme qui s'appelle 1000 Talents, qui a fait revenir... Oui, et je pense que sincèrement, moi j'ai vécu ça, ils n'avaient pas le choix. Hein. Il fallait qu'ils rentrent. On n'est pas dans une démocratie. Hein. Il fallait qu'ils rentrent. Qui a fait venir à coup aussi de subventions énormément de talents. Ils ont appelé ça le haïgui, les tortues de mer qui doivent revenir là sur le littoral où elles sont nées. Voilà. Ça, c'est un phénomène qui raconte un peu l'histoire des Souvenez-vous que l'Europe devait être... après Nathalie Janson. Excusez-moi. L'Europe devait être le continent de la connaissance. Vous vous souvenez de cette grande ambition d'il y a encore quelques années? Je suis d'accord avec vous. Tant qu'on ne retrouvera pas pour l'Europe et pour la France cette attractivité et qu'on puisse se dire c'est en France, c'est en Europe que ça se passe. Pardon, c'est peut-être un peu de votre faute. Pardon, vous êtes. Rappelez-moi votre fonction. Fédération Syntec. Syntec, c'est quoi? Ingénierie, conseil. Et société de conseil. On n'a pas de GAFAM en France. Tout le monde allait dans les sociétés de conseil quand on sortait d'une grande école, n'est-ce pas, Nathalie Janson? Eh bien aujourd'hui, ils n'ont plus envie parce qu'on est exploité, on est mal payé. C'est ce qu'ils vous disent, les jeunes. 40% des ingénieurs viennent dans notre branche. Donc on n'est pas encore totalement repoussoir. Ce qui se passe, ce qui est vrai, c'est que la rémunération nette dans notre pays n'est pas assez élevée. Entre le super brut que le chef d'entreprise paye et le net qu'il touche, il y a un énorme écart. Moi, je peux, en tant que chef d'entreprise dans mon autre vie, embaucher 5 ingénieurs en Allemagne avec la même somme, 3,5 en France. Parce que les cotisations sociales, parce que les charges sont trop élevées. Alors évidemment, on est un peu schizophrène, parce qu'en même temps, les mêmes nous disent « Ah, le modèle social français, c'est pas mal. » mais il est très redistributif et beaucoup trop pèse, me semble-t-il, sur le travail c'est tout le débat. Qualifié. C'est tout le débat du moment. On est un pays qui avait fait le choix du chômage autrefois, vous vous en souvenez? Oui. Aujourd'hui, il a fait le choix implicitement, parce que le chômage, ça va mieux, heureusement, de l'emploi non qualifié. On enlève des et on comprend pourquoi. On enlève toutes les charges au niveau du SMIC, etc. Parce qu'il faut solvabiliser ces emplois-là, et il faut le faire. Mais tout pèse. Nathalie Janson, vous d'abord, vos étudiants, ils vous disent quoi
Ils nous disent, en tout cas pour les plus entrepreneurs, pareil, là on va retrouver un discours. Alors c'est vrai qu'on a quand même des incubateurs, on va pas non plus dire qu'il n'y a rien, mais c'est vrai que pour les plus dynamiques et les plus tech, il y en a qui disent, il y a tellement de règles et de normes auxquelles il faut se confronter, d'autant plus que moi j'ai une petite spécialité en crypto, donc là c'est encore pire depuis que Mika est arrivé, que en fait finalement les talents, ceux qui veulent vraiment persister dans ce secteur-là se disent que finalement il vaut mieux qu'ils aillent ailleurs, sinon ils se font racheter par des plus gros, puisqu'en fait c'est ça qui se passe. En fait, si vous pouvez pas développer votre entreprise dans un secteur qui est trop effectivement encadré, comme c'est le cas avec ce qui s'est passé avec Mika, eh bien ceux qui ne peuvent pas se mettre à niveau en fait se font racheter par faute de se mettre à niveau. Oui, et puis vous avez vu aussi ce qui se passe quand même avec la guerre des cerveaux, justement dans le sens positif, avec Zuckerberg qui met 100 millions de dollars sur la table pour embaucher quelqu'un. C'est une prime de bienvenue. Après, il y a le salaire. Oui, complètement. Et en plus, on n'a pas les moyens. Je veux dire, on s'est appauvri. Donc et puis, on n'a pas à part Mistral, le fameux Mistral. Heureusement qu'on l'a, lui. Ça fait une entreprise. On n'est pas du tout présent dans cette... pas du tout assez, en tous les cas. On a des très belles sociétés de tech, de services. On a des Capgemini, on a des Dassault-Systèmes dans le domaine de l'édition de logiciels. On a des Soprasteria. Ça, c'est pour vous. Ma maison. Mais quand on regarde un autre phénomène qui pèse beaucoup aussi sur l'Europe, c'est l'excès de normes. Les start-up, dans le domaine médical, moi j'ai rencontré beaucoup de patrons de start-up qui me disent, avant, on allait plus vite en Europe pour développer notre start-up et on allait aux États-Unis ensuite. Maintenant, c'est fini. On l'a créée à Paris, la start-up, ou à Angoulême, mais on va tout de suite la développer aux États-Unis parce que ça va beaucoup plus vite, les autorisations pour tester les nouvelles technologies, les nouveaux médicaments, etc. Et on revient éventuellement en Europe après si on a le temps. Parce que c'est tellement lent d'obtenir les autorisations nationales, européennes, etc. Dans la santé, mais ça c'est un peu particulier. C'est vrai dans beaucoup de domaines. Oui. Le droit européen, et en France on surtranspose beaucoup. On a un problème de simplification qui coûte pas si cher que ça à régler. Là on pourrait le régler, mais on a cette volonté d'être le phare du monde dans beaucoup de domaines, ce qui est bien sans doute, mais parfois ça pèse un peu au pied des entrepreneurs. Mais c'est vrai qu'en termes d'attractivité, ce qui est absolument sidérant en termes de contraste, c'est que vous avez en même temps Mark Zuckerberg qui met sur la table autant d'argent pour une personne que n'en met Emmanuel Macron pour son plan Choose Europe for Science. C'est le même montant. Et ça, c'est quand même assez sidérant. Et l'autre point, c'est plus une anecdote, mais aujourd'hui, j'en parlais avec une Chinoise qui a fait ses études à l'université de Pékin, qui est un peu le Harvard en Chine, une des meilleures universités chinoises. Et elle m'expliquait qu'en fait, aujourd'hui, la donne, elle a un peu changé, notamment sur tout ce qui est académique scientifique en Chine, et qu'ils ont notamment l'université de Tsinghua, qui est une des mecs de l'intelligence artificielle. Elle me dit, mais aujourd'hui, un étudiant chinois qui rentre à l'université de Tsinghua, derrière, en fait, il n'a pas besoin d'aller au MIT. En fait, tout est là-bas, tout est sur place. Donc, ils ont, je pense que, ils ont récupéré les pionniers de l'IA en Chine et sont allés se former au MIT dans les années 90. Et aujourd'hui, on développé les universités chinoises. Il faudrait quoi, vous, en tant que professeur, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils restent là ? Je pense que c'est ce qu'on dit malheureusement, ce qu'on répète depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'effectivement pour rester attractif, il faudrait avoir une vision plus d'innovation, c'est-à-dire flexibiliser le cadre. Puisque plus de congés payés. Je pense que c'est vraiment dans la flexibilisation du cadre qu'on pourra y arriver. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous innovez, vu qu'aujourd'hui l'innovation est quand même au cœur et que ce sont des domaines où on lance des projets, on ne sait pas ce qui va... et en plus, l'innovation s'accélère beaucoup. Si vous avez des normes, ça va à contre-courant de la vitesse d'accélération de l'innovation. Je pense que c'est là le problème. C'est-à-dire qu'avant, tant que c'était lent, les normes, on en souffrait, mais pas tant que ça. Mais aujourd'hui, en fait, les normes, elles sont un blocage vraiment rédhibitoire pour être dans l'innovation, puisque l'innovation va trop vite par rapport aux normes. Laurent, et puis il faut aussi qu'on arrive à mobiliser cette énorme épargne privée qui existe en France et en Europe, et qui va bien souvent financer les bons du Trésor américain. Si on arrive à trouver des sujets qui mobilisent aussi bien monsieur et madame Michu à Carpentras que celui qui a 100 millions, 200 millions, 300 millions d'euros
et qui veut investir cet argent dans des projets qui rassemblent le pays autour de... on est très fiers autrefois d'avoir fait Concorde, d'avoir fait Ariane. Là, nos seuls moments de fierté ces dernières années, c'est les Jeux Olympiques, c'est tous les 100 ans. Et reconstruire Notre-Dame de Paris, on peut quand même pas brûler une cathédrale tous les 5 ans pour avoir la fierté de la reconstruire. Donc il faut qu'on trouve des objets, ça sera peut-être le sujet de la future présidentielle, qui rassemblent 2 Français sur 3, aurait dit Giscard d'Estaing, et qui nous mobilisent et qui donnent envie aux chercheurs de rester en France, qui donnent envie aux gens qui ont de l'argent de l'investir en France et en Europe, et qui donnent confiance à nos concitoyens en général. On mettrait Paris on va peut-être faire une proposition assurance vie for science. Oui, c'est une excellente proposition. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous. Laurent Giovacchini, Nathalie Janson, on était ravis de vous retrouver. Et puis Mathieu Jolivet qu'on retrouve tous les vendredis, sauf ce vendredi. Mais sinon, on vous retrouve tous les vendredis 18h.